C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Laurence Roch, qui est la présidente de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux. Un webinaire sur le pénal numérique aurait, je pense, été impossible il y a encore 3 ans, tant les deux mots pénal et numérique paraissaient antinomiques. Le pénal, pour moi, qui exerce depuis 30 années, a toujours été synonyme de papier, de télécopie, de CD-ROM, de temps perdu à obtenir et à photocopier des procédures, de recherche de moyens et d'adresses pour faire parvenir nos documents, j'en oublie, en bref, pour nous, un véritable calvaire. Oser dire que le pénal était le parent pauvre de la commission électronique, de la communication électronique, pardon, je me le permets. Je pense véritablement, vous l'avez compris. Ce n'est qu'en 2016 qu'une convention cadre nationale concernant la CEP est intervenue et a permis, dans les différents ressorts de cours, des communications locales. Vous le savez sans doute, certaines cours avaient mis en place des communications électroniques, mais ceci était assez ponctuel. En 2018, nous avons été associés au programme PPN, la procédure pénale numérique, dont vous parlera tout à l'heure Madame Anne-Laure Sandretto, qui est la directrice adjointe du programme PPN. Et je pense que ceci nous a permis de mesurer le retard que nous avions en matière pénale et plus précisément numérique. Le CNB avait, avec sa présidente de la commission numérique de l'époque, Sandrine Vara, que je salue à l'occasion, et le vice-président de la commission numérique, liberté, droits de l'homme, Vincent Pénard, qui interviendra et que vous entendrez juste après moi, travailler sans relâche sur la construction d'une vraie communication pénale numérique, avec, et je pense qu'il faut le souligner, au ministère, une équipe d'une efficacité remarquable. Et à cette occasion, qu'il me soit donné de remercier ici Afid Boulakras, Julien Farobia, Charlène Vampouille, qui n'ont pas compté leur soirée, leur week-end et même le jour férié, je peux vous l'assurer, pour avancer sur ces différents chantiers. Mars 2020, le confinement, ça a été l'occasion de propulser l'un des outils de cette PPN, la plateforme Plex, dont vous parlera tout à l'heure Grégoire Nyongo, qui est membre de la commission numérique du CNB, en charge des aspects pénaux et administratifs du numérique, et je ne doute pas qu'il vous présentera utilement cette plateforme mise en service le 12 mai 2020. Plex, je pense, a changé la vie de nombre de pénalistes qui obtiennent parfois dans l'heure les copies qu'ils sollicitent. Et je ne vous cache pas que les élus que nous sommes, les permanents des services du CNB, que je remercie énormément, ont aussi passé un temps considérable pour ces avancées à votre destination. Nous avons entendu, ça et là, vos critiques, souvent sur le transfert de charges et l'accès au juge. Je ne pense pas, pour ma part, que payer 8 € pour l'impression d'une ramette de 500 pages d'un dossier puisse être mis en balance avec parfois une ou plusieurs heures de notre temps si précieux pour récupérer un dossier. Et je saisis l'occasion pour le dire. Par ailleurs, je suis de ceux qui considèrent que disposer de la procédure et de plusieurs milliers de pages quelquefois sur un support informatique permet souvent un travail totalement différent, pour peu qu'on maîtrise les outils de recherche avancés dans les PDF, et sachez que CNB s'emploiera à vous faire partager ces outils d'utilisation et de recherche avancés. Enfin, pour le clin d'œil, c'est également un 12 mai, mais en 2021, que la CEP, la communication électronique pénale, que j'appelle parfois improprement le RPVA pénal, mais certains comprendront pourquoi j'ai voulu utiliser ce faux terme. Donc, c'est le 12 mai 2021 qu'elle a été lancée. C'est un annuaire de près de 2500 adresses aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, qui est mis à disposition des confrères,
qui, je pense, n'ont pas encore totalement adopté et compris. Et c'est l'une des raisons de la création de ce webinaire. On peut aujourd'hui déposer un mémoire devant n'importe quelle cour d'appel sans avoir besoin d'un télécopieur, on peut les vendre. On peut solliciter une copie de procédure à Rodez, à Tarbes, à Paris. On peut également demander des actes à des juges d'instruction, à n'importe quel juge d'instruction, sans se déplacer au greffe ou lui adresser une lettre recommandée. Vous faire découvrir que le code de procédure pénale a été bouleversé pour s'adapter à ces nouveaux enjeux est pour moi un véritable credo et ce séminaire, ce webinaire, une occasion. Cependant, je ne veux pas que vous perdiez de vue que chaque instrument de cette communication pénale a sa place et qu'il ne faut pas confondre la communication électronique pénale montante et la communication électronique pénale descendante. Ce petit schéma vous rappelle un petit peu ce qu'il en est. Plex vous permet de recevoir l'ensemble des procédures, mais il ne vous permet pas d'envoyer. Je sais que beaucoup ont pris l'habitude de l'utiliser pour envoyer parce qu'il y a une touche d'envoi. C'est la CEP qui permet d'envoyer l'ensemble de nos messages et qui vous sera expliqué brillamment, je n'en doute pas, par Vincent Pénard, qui en est l'un des artisans. C'est la CEP qui doit permettre d'adresser l'ensemble de ces messages. Quand je dis ne confondez pas, vous relirez les textes dont on va vous parler, vous relirez l'article des 591 et son dernier alinéa, et vous apprendrez que certaines juridictions commencent à le rappeler et commencent à déclarer irrecevables des demandes qui sont faites par le mauvais support, par le mauvais outil. Et c'est bien pourquoi je tenais à insister dans cette courte introduction sur ce point. L'occasion du lancement de Tige 360 cette semaine était pour nous une raison supplémentaire de s'adresser à vous tous. Et Laurence Roch vous détaillera tout à l'heure son fonctionnement, qui ne vise aucunement à nous transformer en agents du SPIP, comme j'ai pu le lire ça et là. Les avocats transformés en agents du SPIP, je sais que Laurence Roch aura à cœur d'expliquer avec Jessica von der Scher tout à l'heure ce process, ce nouveau process et l'utilité de ce Tige 360. Alors, merci de votre attention pour quelques minutes. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui sont nécessaires. Je laisse la parole successivement donc, à Vincent Pénard, comme je vous l'ai dit, l'un des artisans de ces nouveaux outils, et puis ensuite à Grégoire Nyongo. Nous avons la chance, dans un troisième temps, d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sous-directrice du programme PPN, qui vous expliquera un peu plus également ce qu'est PPN, la procédure pénale numérique, qui est sans doute à l'origine de ces réformes que l'on a connues et de ces dernières réformes, parce que je pense que si nous n'avions pas eu en 2020, au moment du confinement PPN, nous n'aurions pas non plus Plex, nous n'aurions pas fait toutes les avancées que nous avons pu réaliser. Et PPN, on vous expliquera, c'est l'avenir de cette procédure pénale numérique. Donc, je laisse la parole pour nous parler de la CEP que vous avez compris montante à Vincent Pénard dans un premier temps. Merci Philippe. Bonjour à tous. La communication électronique pénale, c'est la communication montante. Je pense qu'on va tous vous répéter de manière appuyée qu'il faut bien séparer la communication pénale montante de la communication pénale descendante au risque d'engager votre responsabilité civile professionnelle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La CEP, en deux mots, c'est l'utilisation du RPVA tel que grande partie des avocats le connaît pour communiquer avec les juridictions pénales. On a eu l'habitude, et je fais le parallèle avec la justice civile, d'avoir des adresses qui sont dites structurelles et qui ne sont pas nominatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom du greffier ou du magistrat quand vous composez l'adresse, mais c'est une adresse qui est
de services. On a utilisé exactement le même système pour la communication électronique pénale, avec là encore quelque chose sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il faut impérativement utiliser uniquement les adresses structurelles, celles qui commencent par CEP, à défaut de quoi, vous le disait Philippe Baron tout à l'heure, au dernier alinéa de l'article D591 du Code de procédure pénale, vos demandes seraient déclarées irrecevables, ce qui pose une véritable difficulté. Le système s'est affranchi de toutes les règles de territorialité qui tenaient le RPVA, puisque l'exercice de la barre pénale ne connaît pas de frontières, du moins au niveau national, et vous pouvez pareillement, avec la communication électronique pénale, communiquer avec toutes les juridictions sur le territoire national, quelles qu'elles soient. Ces règles, on va peut-être passer à la slide suivante, Philippe, si tu veux bien, elles sont insérées dans des textes qui sont relativement courts. Ce sont les articles D590 et suivants du Code de procédure pénale, spécialement D591 et D592. D591 prévoit la communication et un certain nombre de demandes qui sont listées, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, qui prévoit des possibilités de communication avec des règles identiques pour les mêmes. Je vous le rappelle encore une fois, il faut uniquement utiliser les adresses CEP qui sont intégrées dans le RPVA. Pas la peine, et surtout pas, d'inventer de nouvelles adresses, de rajouter des adresses. La liste est mise à jour de manière extrêmement régulière au fur et à mesure que les juridictions intègrent la communication électronique pénale. Pas d'imagination, il faut que ce soit utilisé dans les limites du système actuel pour que ça puisse fonctionner et qu'il y ait une conduite du changement qui soit efficace et qu'on puisse après modifier, améliorer le système. Mais on a un système qui a été créé de manière empirique. Philippe Baron, vous le rappelez tout à l'heure, entre mars 2020 et février 2021, pour faire simple. On a essayé un certain nombre de choses et puis on a regardé ce qui nous apparaissait fonctionner correctement. Donc, l'article D591 fixe des règles. Je vous parlais de la règle de l'adresse que vous devez utiliser. Je vous parle aussi, bien évidemment, du fait que vous devez, pour avoir accès à la communication électronique pénale, avoir un certificat RGS et une clé RPVA avec une adresse RPVA, c'est l'adresse complète, celle qui commence par votre numéro de CNBF, point, nom, prénom ou prénom, nom, selon l'époque à laquelle vous vous êtes inscrit à la communication électronique pénale, avocat-conseil.fr. Toute autre adresse est complètement inutilisable pour tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis, on a essayé de calquer le système électronique sur le système de la télécopie, notamment devant la chambre de l'instruction, c'est-à-dire qu'une télécopie qui était adressée après 17 heures, pour un mémoire, le mémoire était irrecevable quand ce 17 heures-là était la veille de l'audience. Même système pour la communication électronique pénale. Tous les messages qui sont adressés entre 17 heures et 9 heures sont pris en compte le premier jour ouvrable suivant. C'est ce qui a été décidé, un, pour éviter des changements trop compliqués, deux, pour éviter d'avoir à modifier d'autres dispositions, notamment législatives du Code de procédure pénale. Et puis tout ça a été enserré et créé par un décret du 30 décembre 2020 qui a supprimé la territorialité, donc l'exigence des protocoles locaux dont vous parlez, Philippe Baron, qui ont été rendus possibles en 2016, la suppression de toute référence aux accusés de réception manuelle, puisque sous l'empire de la Convention de 2016, les greffiers, notamment, devaient faire un acte positif d'accusé de réception des messages, ce qui était source d'erreurs et de difficultés. Là, c'est un accusé de réception automatique qui est le même système qu'en matière civile
avec les petites billes jaunes, orange, vertes. Quand c'est vert, c'est bon, l'accusé de réception est arrivé et surtout, vous recevez de toute façon un message d'accusé de réception en plus. C'est un accusé de réception technique et puis cet accusé de réception, c'est le point de départ de tous les délais de procédure, comme l'accusé de réception d'une lettre recommandée, l'accusé de réception d'une télécopie. C'est exactement le même système. La CEP, elle est hébergée dans Ibaro. Je vous disais qu'il fallait être équipé d'une clé avocat, c'est évidemment le cas. Et puis, ça a un autre avantage, notamment en matière pénale et au niveau de l'instruction préparatoire, c'est d'avoir une communication particulièrement sécurisée avec la juridiction dans les deux sens, puisque Plex, dont vous parlera Grégoire Niango tout à l'heure, est aussi un système de messagerie sécurisé. Le déploiement de Plex à ce jour, on est à peu près, alors je suis mauvais en maths, mais on va reprendre les textes du slide, 137 tribunaux judiciaires, 29 cours d'appel, avec des juridictions qui ont été intégrées au fur et à mesure, certaines qui ont accepté de jouer tout de suite à partir du 12 mai, d'autres qui ont sollicité des intégrations reportées pour des raisons diverses et variées, locales, de déménagement, de prévention du personnel de greffe. Mais à terme, et le terme c'est 31 décembre 2022 en métropole, 31 décembre 2023 outre-mer, toutes les juridictions seront intégrées à la communication électronique pénale. Petite parenthèse, ça voudra dire aussi que j'imagine, ou du moins j'appelle de mes voeux, que dans les mêmes délais, l'intégralité des avocats qui exercent la barre pénale soient aussi munis d'une clé RPVA et d'une adresse qui leur permettra de communiquer électroniquement avec les juridictions pénales. Parce que sinon, le système ne va pas pouvoir fonctionner de manière hybride pendant très longtemps. Vous imaginez bien qu'un greffe qui aurait une soixantaine de parties dans un dossier à la chambre de l'instruction et qui devrait faire attention à chaque fois de savoir si telle partie a un avocat inscrit à la CEP, donc on pourra lui notifier l'arrêt par voie électronique, et telle partie n'est pas représentée par un avocat électronique ou un avocat numérique, et que donc il faudra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, les avancées du système vont vite trouver leurs limites. Le détail de ce qu'on peut faire aujourd'hui par la communication électronique pénale, c'est l'article D591 qui le prévoit. Alors, vous voyez dans la slide 14 et celle qui suivra, qu'il y a une liste, un inventaire à l'après-vert. Moi, je n'étais pas du tout favorable à ce qu'il y ait une liste, puisque ça veut dire que, cette liste, elle est terminée, elle est finie. Deux, qu'on peut avoir des trous dans la raquette, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une modification dont on parlera après le 30 août dernier, pour essayer de rajouter un certain nombre de choses et d'éviter qu'il faille chaque fois se reporter au texte pour savoir ce qu'on peut faire. Au lieu de vous dire ce qu'on peut faire, puisque ça, vous pouvez consulter le texte ou la slide, les slides, vous avez ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, ce sont les requêtes en nullité. Ce sont alors c'est pas très très clair, mais il y a un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, dans les slides, il n'y a pas noté la déclaration d'intention à l'instruction. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai tenté de le faire par voie électronique aujourd'hui. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais à terme, l'idée qui est partagée par nos interlocuteurs du projet PPN et nous-mêmes, c'est d'avoir une sorte d'article qui serait unique et qui dirait que tout ce qui peut être fait par lettre simple, télécopie, lettre recommandée avec avis de réception peut être fait par voie électronique, ce qui évitera tout trou dans la raquette. Avec ce qui est interdit aussi, c'est l'article... alors non, je vais rester dans la droite ligne des slides, Philippe, pardon.
Je vais vous parler de l'article D592 qui réglemente le dépôt des mémoires devant la chambre de l'instruction. Il y avait une rédaction initiale qui renvoyait de manière expresse à l'alinéa 2 de l'article 198 du Code de procédure pénale. Pour mémoire, cet article prévoyait que, cet alinéa prévoit que les mémoires sont reçues et visées par le greffier. L'article 198 est un peu plus large puisque c'est la communication des mémoires et il y avait une tolérance dans l'article 198 alinéa 3 en ce qui concerne les avocats qui avaient leur cabinet dans la ville où siégeait la chambre de l'instruction et ceux qui étaient en dehors de cette ville et qui pouvaient envoyer par fax. Il est bien évident que vous soyez dans la ville de la chambre de l'instruction ou en dehors, vous pouvez envoyer votre mémoire par la communication électronique pénale. C'est pour ça qu'on a fait enlever cette référence au deuxième alinéa qui était source de confusion, notamment pour les greffiers. J'attire en revanche votre attention, puisque du contentieux commence à s'élever en la matière, il faut quand même que vous pensiez à signer votre mémoire, puisque à la différence des textes du Code de procédure civile, à ma connaissance, dans le Code de procédure pénale, d'ailleurs, il y a une erreur dans le slide, on parle de CPC, mais c'est évidemment CPP. C'est un truc qu'on n'a pas vu, mais c'est pas très grave. En matière de procédure civile, l'utilisation d'une clé RTVA et d'un certificat de sécurité RGS vaut signature électronique. Il n'y a pas de texte identique en matière pénale. Et là aussi, pour éviter que vous puissiez engager votre responsabilité civile professionnelle, pensez à signer les mémoires, soit en apposant une signature scannée sur votre mémoire, soit en l'imprimant, en le signant et en le scannant. Chacun ses carences en informatique pour éviter toute difficulté sur la recevabilité de vos mémoires. On revient sur la slide suivante avec quelque chose qui est important, c'est-à-dire le moment où vous envoyez votre message. Alors, on n'arrive pas à identifier de manière précise le temps qui s'écoule entre le moment où votre message part de votre interface Ibaro et le moment où l'accusé de réception arrive. C'est quelque chose qu'on a du mal à quantifier, ça va relativement vite, mais ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, évitez, là encore, comme il fallait le faire avec le fax, d'envoyer votre message à 16h58, puisque ça peut risquer de poser des difficultés, sachant que vous pouvez l'envoyer évidemment en pleine nuit si vous voulez, de toute façon, pour ceux qui ne dorment pas, n'est-ce pas, Philippe Baron? Mais vous pouvez l'envoyer du moment que c'est parti, au plus tard à 17h avant la veille de l'audience. Sur la slide suivante, on vous rappelle quel est le prérequis pour pouvoir participer à la communication électronique pénale. Bien évidemment, l'accès au RPVA, donc l'authentification sur CertEurope, l'inscription, la demande de clé, l'attribution d'une adresse avec le format que vous voyez sur la slide, et puis disposer d'un logiciel de traitement de texte suffisamment, de ressources informatiques suffisamment solides pour pouvoir avoir les PDF en lecture au moins, et en création aussi, les documents en format Word aussi, et ODT. Je ne sais même pas ce que c'est, Philippe Baron, ODT, peut-être que je l'ai. Hein. Et évidemment, un accès Internet, sachant que vous pourrez aussi, dans un avenir proche, une fois que les juridictions seront équipées, peut-être, il faut le dire publiquement pour que la chancellerie se remette sur l'ouvrage, bénéficier d'un Wi-Fi avocat dans les juridictions. J'ai cru comprendre qu'il y avait la directrice adjointe de PPN, ça ressort aussi de sa compétence, c'est utile pour nous. Pour exemple, à Aix-en-Provence, on n'a pas du tout de réseau téléphonique dans les salles d'audience, donc il nous faut un Wi-Fi avocat, ne serait-ce que pour pouvoir se connecter à Ibaro et éventuellement se connecter à Plex, dont vous parlera Grégoire Nyongo tout à l'heure. Comment demander sa clé avocat? Alors ça, c'est quelque chose
qu'on fait toujours en urgence, au dernier moment, parce qu'on se rend compte, parfois trop tard, que la clé arrive à expiration. Faites-le en avance si possible. Demandez à votre secrétariat si vous en avez un ou mettez-vous des alertes pour savoir que votre clé RPVA arrive à expiration dans 5-6 mois pour pouvoir vous permettre d'en commander et de commander le renouvellement. Vous avez la possibilité aussi de faire des délégations, toujours sur CERT Europe. Vous avez la possibilité aussi de commander une deuxième clé RPVA que vous pourrez commander en décalé par rapport à la première pour avoir toujours une clé RPVA en fonction si l'une des deux venait à expirer. Pour les avocats parisiens et provinciaux, les choses sont un petit peu différentes, mais ce n'est quand même pas très compliqué. Sachant que de mémoire, pendant le confinement, on pouvait de province le faire par voie électronique. Je lis que ce n'est plus le cas maintenant. Et puis, pour les avocats uniquement de Papeete et de Nouméa, il y a une petite subtilité qui tient au numéro d'identifiant de type sirène, qui n'est pas le même format dans ces territoires-là, et vous devrez, pour le coup, rédiger de manière manuelle, votre numéro RIDET Tahiti pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, quand vous voulez utiliser la CEP de manière technique, vous devez aller sur l'interface e-barreau ou choisir la juridiction, tribunal judiciaire ou cour d'appel, ou vous pouvez très bien envoyer un message, je l'ai encore testé ce matin, vous pouvez très bien envoyer un message en sélectionnant cour d'appel alors que vous voulez l'envoyer à une juridiction du premier degré, tribunal judiciaire, ça fonctionne très bien aussi. Une fois que vous avez sélectionné cette juridiction, vous ouvrez l'onglet messagerie et vous avez un nouvel onglet dans messagerie qui s'appelle nouveau message pénal. C'est celui-ci que vous devrez utiliser. Et puis après, merci Philippe d'avoir sélectionné la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ça me fait très plaisir. Après, alors avant de voir cette image-là, quand vous ouvrez le nouveau message pénal, vous avez à la place de CEP, CA Aix-en-Provence, non, il n'y a pas cette image dans le slide. Vous avez juste destinataire du carnet, vous avez marqué standard. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les cours d'appel de France qui s'ouvrent. Et après, vous cliquez sur la cour d'appel de France qui vous intéresse et en dessous, vous choisissez une adresse. Et là, vous avez toutes les adresses du ressort de la cour d'appel qui sont affichées pour que vous puissiez sélectionner l'adresse. Je le répète, n'inventez pas de nouvelles adresses. Le système est évidemment perfectible puisqu'on ne peut pas mettre d'avocat en copie, ce qui pourrait être intéressant, voir plusieurs intervenants judiciaires en copie et notamment à l'instruction, pourquoi ne pas envoyer en même temps au procureur de la République. Bien évidemment, dans les évolutions en magasin, il y aura des avancées sur ce point pour que ça ressemble peut-être un peu plus à la communication civile, du moins à la messagerie civile de la communication électronique, et que ce soit plus proche des attentes de tous. Et puis après, vous sélectionnez dans Parcourir, éventuellement, si vous avez un document à joindre pour récupérer le document que vous voulez joindre, et puis envoyer. Alors, par défaut, la messagerie électronique prévoit un accusé de réception. Bien évidemment, vous ne décochez pas ça pour éviter que ce soit problématique après. Et puis, eh bien, j'en ai terminé en ce qui concerne ma présentation. Et nous basculons maintenant après Aix-en-Provence à Nancy pour aller voir le magnifique homme en orange qui s'appelle Grégoire Niango et qui va vous parler de la communication descendante. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci Vincent. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en orange, je suis en bleu, mais j'ai un fauteuil jaune pour essayer d'apporter un peu de couleur à cette présentation. Je vais vous parler de la plateforme Plex. Plex qui signifie plateforme d'échange externe et qui est en fait une plateforme qui est destinée aux échanges sécurisés de fichiers
les fichiers volumineux qui peuvent être transmis vers le ministère de la Justice. Alors, je vais reprendre ce qu'a déjà dit Philippe Baron sur cette plateforme. Attention, il s'agit ici de communication descendante. Autrement dit, la plateforme est destinée à recevoir des fichiers. Il ne faut pas l'utiliser pour envoyer des messages, à défaut de quoi vous risquez d'engager votre responsabilité, puisque le message va se retrouver dans les limbes d'Internet et dans tous les cas, le message ne va pas pouvoir être considéré comme conforme aux dispositions du Code de procédure pénale. Quand il s'agit d'envoyer un message, il faut utiliser la CEP telle que vous l'a présentée Vincent Pénard. Quel est l'objet de cette plateforme? Simplifier et sécuriser les échanges entre les agents du ministère et les partenaires de confiance extérieure, dont les avocats. En quelque sorte, vous allez le voir, la plateforme ressemble un peu à un système de WeTransfer pour la réception des dossiers. Alors, j'ai aussi entendu certaines critiques avec Plex. Je ne dis pas que le système est parfait, mais quand même, par rapport à ce qui pouvait se faire auparavant, à savoir les demandes de copie papier, avec le délai, les difficultés rencontrées avec les greffes, puis la demande de copie numérique avec la réception sur un CD qui parfois fonctionnait, ne fonctionnait pas, et là aussi le délai, je crois que Plex peut quand même être considéré comme étant une grande avancée. Au niveau de la mise en place de Plex, je vous indique que le CNB a signé un protocole le 12 mai 2020 qui permet donc cette communication de copie numérisée dès lors que les avocats ont droit à cette communication dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale. Et ce dispositif est destiné à compléter celui qu'on vient de vous exposer sur la communication électronique. Comment fonctionne la plateforme Plex? À ce jour, c'est un outil spécifique à la matière pénale. La plateforme permet aux magistrats et aux greffiers d'adresser aux avocats immédiatement les pièces qui sont téléchargeables. Évidemment, vous ne recevez pas directement les pièces, vous recevez un lien de téléchargement. L'intérêt, c'est que la taille maximum des fichiers, c'est 1 gigaoctet, ce qui permet quand même de transmettre la plupart des dossiers. Et puis, la disponibilité des fichiers est définie par l'expéditeur entre 1 à 30 jours. Autrement dit, ce n'est pas l'avocat qui définit, ou le CNB qui définit la durée de validité du lien, c'est la juridiction qui les envoie. L'accès à la plateforme. Alors, les préalables indispensables pour pouvoir accéder à la plateforme Plex, il faut avoir d'abord une adresse électronique applicative IBARO RPVA, avec le numéro de CNBF, votre nom, votre prénom, @avocat.fr. L'utilisation de cette adresse est indispensable pour des raisons de sécurité. Évidemment, il faut que seuls les avocats puissent accéder aux données qui sont transmises et de vérification qui s'imposent. Puis vous avez également un mot de passe, sachant que je vais vous expliquer dans ce qui va suivre comment on procède à la création du compte et la récupération du mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, vous n'avez pas besoin, pour vous connecter sur la plateforme Plex, de disposer avec vous de votre clé RPVA, ce qui présente quand même aussi beaucoup d'avantages pratiques, notamment quand on se connecte à l'aide, par exemple, d'une tablette ou voire d'un smartphone. Alors, au niveau des moyens d'accès à la plateforme Plex, concrètement, vous avez deux manières de vous connecter. Soit vous vous connectez à votre espace avocat via le site internet du Conseil national des barreaux, soit vous vous connectez directement sur l'adresse Plex que vous a rappelé dans le slide. Vous pouvez utiliser directement cette adresse. Première hypothèse, la connexion via l'espace. Alors, on vous a mis en exergue sur le slide vous devez cliquer vraiment depuis l'espace. Vous utilisez ce lien, vous cliquez à cet endroit-là. Vous arrivez à ce moment-là dans votre RPVA à l'onglet qui est mis à disposition, l'onglet Plex. Vous cliquez ensuite sur cet onglet et vous arrivez sur la page correspondante. Le site vous demande alors de remplir votre adresse et votre mot de passe. Il faut utiliser votre adresse IBARO, RPVA, celle que je vous ai rappelé tout à l'heure, qui commence par le numéro de CNBF, et le mot de passe qui vous a été communiqué, que vous pouvez ensuite personnaliser. Il y a une astuce qu'évidemment vous connaissez, mais sur la plupart des navigateurs, vous pouvez en fait mémoriser les deux, l'adresse et le mot de passe.
Une fois que l'autre mode de connexion, c'est la connexion directement sur la plateforme Plex, donc sur l'adresse qui vous est rappelée sur le slide, plex.justice.gouv.fr, Zephyr/connect. Aussi, vous pouvez la mettre en favori en fait, dans votre navigateur, hein, qui ne conseille pas absolument de difficulté. Là, vous indiquez, on se retrouve sur la même page que celle sur laquelle on se trouvait précédemment quand on est passé par l'espace CNB, et vous indiquez votre adresse, puis votre mot de passe. Alors, lors de la première connexion, ça a pu paraître pour certains un petit peu compliqué. En fait, il faut faire les choses dans l'ordre, et quand on les fait dans l'ordre, ça n'est pas très compliqué. Vous recevez, la première fois que vous faites une demande de communication d'un dossier, vous allez recevoir un message texte. En réalité, vous allez recevoir 2 emails dans votre messagerie Ibaro. Donc, vous vous connectez sur votre espace CNB, dans votre messagerie Ibaro, et vous allez voir que parmi les différents messages, vous avez des messages envoyés par Plex. Vous allez voir la première fois un email d'inscription à la plateforme avec comme émetteur système user. Cet email va contenir votre identifiant, c'est-à-dire l'adresse de messagerie commençant par le numéro de CNDF, c'est le début, avec votre nom et votre prénom, et puis un mot de passe qui est un mot de passe provisoire et un lien d'accès à la plateforme. Et puis, vous avez un deuxième email que vous allez recevoir en même temps qui concerne en fait la demande précise que vous avez présentée, c'est-à-dire la demande de communication du dossier. Et cet email va contenir un lien vers les pièces qui ont été transmises par le ministère. Mais attention, si vous ne voulez pas vous mélanger, il ne faut pas commencer par ouvrir ce lien. On prend votre impatience, c'est la première fois que vous utilisez Plex, vous avez envie de recevoir la copie de votre dossier, mais il faut d'abord créer correctement votre espace. Vous cliquez donc sur ce premier mail d'inscription. Le courriel, lui, contient l'identifiant, l'adresse, le mot de passe provisoire, le lien vers la plateforme Plex. Vous voyez ici visuellement, ça correspond sur cette slide à ce que je vous ai décrit. Et en fait, ces messages arrivent parmi les autres messages que vous recevez via le RPVA. La slide suivante vous indique, vous montre le deuxième mail que j'ai déjà évoqué. Et donc, toujours cette recommandation, ne commencez pas par traiter ce mail-là, sinon vous allez vous retrouver complètement perdu. Vous utilisez l'adresse de connexion dans votre navigateur quand vous voulez ensuite accéder directement. Alors, je suis sur la slide 5. Voilà, lorsque vous voulez accéder directement à la plateforme Plex, et là, on vous demande de renseigner votre mot de passe provisoire dans le courriel d'inscription. Et puis ensuite, vous pouvez définir un nouveau mot de passe. En fait, ce sont des modalités d'utilisation qui sont proches de celles que vous avez dans pas mal de sites. Un mot de passe provisoire et puis la création de votre mot de passe définitif. Alors, c'est toujours les recommandations sur le mot de passe. Il faut un mot de passe qui soit facile à retenir, mais pas facile à craquer. En général, ce qui est bien, c'est de mélanger des caractères, des lettres, rajouter des chiffres, et puis et dès lors que vous avez votre compte qui est actif, vous allez pouvoir recevoir les messages et les fichiers. Alors, lorsque vous recevez un courriel qui vous avertit de l'existence d'un document à télécharger, vous allez cliquer sur le lien. Il va également être précisé la période pendant laquelle les pièces sont disponibles sur la plateforme. Et attention, c'est c'est exactement ce qui se passe pour WeTransfer. Vous avez une durée durant laquelle ces pièces sont disponibles. Alors, on peut des fois trouver que la durée est trop courte, trop longue, c'est rare, mais enfin trop courte. Je pense que c'est évidemment lié à des impératifs techniques, mais sachez que le CNB n'a pas de prise, lui, sur la durée de disponibilité du lien. Il faut, de toute façon, je crois que dans notre pratique professionnelle, on est habitué à procéder ainsi. Il faut, quand on reçoit les messages, à les ouvrir quand même relativement vite pour les ouvrir et puis regarder évidemment ce qu'ils contiennent. Mais je crois que vous avez sans doute, comme moi, l'habitude d'ouvrir pratiquement tous les jours votre RPVA pour aller lire les messages que vous avez reçus. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça.
Alors, on vous indique ici la possibilité de vous connecter directement via votre navigateur avec le lien qu'on vous rappelle dans le webinaire. Si jamais vous voulez autrement vous connecter directement sur votre navigateur, il suffit évidemment la première fois que vous avez fait la connexion via l'espace RPA de faire un copier-coller de l'adresse qui figure dans votre navigateur ou même de la mettre en favori et ensuite vous pourrez l'utiliser directement. Ensuite, on vous indique le lieu où renseigner votre identifiant, celui qui est présent dans la notification, votre mot de passe. Et là, vous avez accédé à Plex, vous voyez le lien téléchargement et vous cliquez sur ce lien téléchargement. Selon la configuration de votre navigateur et selon le navigateur, on vous demande ou pas d'ouvrir un bandeau jaune. Dans tous les cas, au moment où vous déclenchez le téléchargement, il est indiqué en bas, alors chez moi c'est en bas à gauche, des fois c'est en haut à droite, le message tel qu'il se télécharge. Vous pouvez ensuite l'ouvrir directement. Si jamais vous l'avez perdu, vous pouvez le retrouver en utilisant la petite loupe qui se situe en bas à gauche si vous êtes sur Microsoft, en rentrant le nom du fichier dans la barre des recherches. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi dans l'explorateur Windows, enfin comme n'importe quel fichier que vous avez téléchargé. Attention, une fois que vous êtes sur le lien, il faut bien le télécharger et le récupérer. Il ne faut pas se contenter d'aller sur le lien et de considérer qu'à partir de ce moment-là, les choses sont faites. Et puis attention au délai, encore une fois, j'insiste sur ça. Alors, si le délai est expiré, vous pouvez refaire un message bref et redemander la délivrance en expliquant la difficulté. Mais il faut faire attention parce que vous avez d'autres choses que des dossiers ou des copies qui vous sont transmises par Plex, et notamment des convocations. Donc, il faut les ouvrir, les regarder et s'assurer évidemment que la date soit notée, pardon de m'illustrer quelque peu, dans la gestion de votre cabinet. Il y a un outil qui est très bien, qui est dans les préférences, la possibilité de configurer les rappels. Si vous ouvrez l'onglet préférences, vous verrez que vous pouvez cocher des cases qui vous permettent d'obtenir des rappels qui vous assurent de ne pas oublier d'avoir téléchargé le message. Puisque des fois, vous pouvez faire une advertence, j'imagine que ça peut vous arriver, moi ça m'est déjà arrivé, vous cliquez, vous ouvrez, vous avez le lien, vous ne téléchargez pas le message, et puis vous l'oubliez, il finit par disparaître. Avec cette configuration des rappels, tant que vous n'avez pas ouvert le message, vous allez recevoir sur votre boîte RPVA un rappel vous indiquant que le message n'a pas été ouvert. Vous pouvez également utiliser, alors je crois qu'on n'a pas prévu de slide, mais l'idée me vient à l'instant, l'onglet recherche. Je suis toujours sur la slide 38 sur le fil. Vous avez l'onglet recherche au milieu. En cliquant sur l'onglet recherche, ça vous permet d'afficher la totalité des messages que vous avez pu recevoir sur Plex. Et c'est utile parce que vous voyez dans la colonne de droite, quand vous avez cliqué sur l'onglet recherche, les messages qui n'ont pas encore été téléchargés et le temps restant pendant lequel le lien y est disponible. Ce qui fait que si vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas correctement géré votre messagerie, vous avez éventuellement ouvert le message Plex dans le RPVA, mais vous n'êtes pas venu vous connecter sur la plateforme, là, vous allez revenir sur les choses qui ont éventuellement été coupées pour les récupérer. Tant qu'ils sont disponibles, vous allez les voir. Si vous configurez correctement vos alertes, si vous ouvrez régulièrement votre RPVA et si vous utilisez en voiture balai l'onglet recherche, normalement, il n'y a pas de difficulté. Vous allez pouvoir récupérer sans problème vos messages par Plex. J'allais dire, il n'y a pas plus de difficulté possible que par un message qu'on recevait auparavant, un courrier papier dans la case ou autre. Il n'y a aucune raison de se louper plus. Et je crois qu'il y a plutôt des raisons de se louper beaucoup moins souvent avec Plex qu'on pouvait le faire auparavant. Alors, la slide suivante, elle concerne la réinitialisation du mot de passe. Si vous voulez réinitialiser votre mot de passe, vous cliquez, là aussi c'est assez classique, sur le lien « J'ai oublié mon mot de passe ». On va vous renvoyer, alors il faut évidemment renseigner votre adresse et on va vous renvoyer à ce moment-là un mot de passe provisoire. Si je ne dis pas de bêtises, directement vous allez pouvoir procéder au changement de mot de passe. Alors,
Attention, si vous faites cette opération, il faut la faire en une fois, puisque le lien qui vous est envoyé n'est valable qu'une heure après la demande de réinitialisation du mot de passe. Il faut donc faire dans la foulée votre réinitialisation de mot de passe. On vous explique en détail sur la slide qui suit comment est-ce que vous faites cette réinitialisation. On vous demande de saisir 2 fois le mot de passe, pour évidemment des raisons de sécurité. Et puis ensuite, votre mot de passe a été mémorisé et vous pourrez évidemment l'utiliser. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de Plex, pardon, le plus clair possible, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une avancée, c'est un outil dont il faut qu'on s'approprie les codes, évidemment, ça prend toujours un petit peu de temps, mais quel progrès quand même par rapport à ce qui pouvait se faire antérieurement. Je trouve que c'est une bonne... Oui, donc bonjour à tous, Anne-Laure Sandretto. Donc je suis directrice adjointe de la procédure pénale numérique au ministère de la Justice, rôle que j'occupe maintenant depuis quelques semaines. Auparavant, j'étais donc une parquetière de terrain depuis plus de 20 ans, exerçant dans le nord de la France et sur mon dernier poste à Amiens, où j'ai été utilisatrice de la procédure pénale numérique, puisque nous étions site pilote. Mes premiers mots aujourd'hui seront bien évidemment pour Maître Baron, pour le remercier de ce qu'il a pu dire initialement, mais surtout pour souligner le travail de qualité qui est fait avec le CNB. J'ai pu mesurer au cours de ces quelques semaines depuis mon arrivée, effectivement, cette concertation constante qui existe avec le CNB, qui nous permet tous les jours d'améliorer les outils du quotidien, et notamment ceux que vous aurez à utiliser en qualité d'usager. C'est un travail de longue haleine sur lequel nous essayons, en tout cas, comme le faire se peut, de prendre en compte l'ensemble de vos besoins pour faire en sorte effectivement qu'il y ait par la suite cette évolution et que ce grand pas dans le numérique, nous le fassions ensemble. Je vais vous proposer dans un premier temps de voir une toute petite vidéo d'introduction, de présentation qui vous montrera à très grands traits ce que représente la procédure pénale numérique avant de décliner plus en amont l'ensemble de notre programme et faire part des dernières avancées. Pour rendre la justice pénale plus efficace pour les professionnels comme pour les justiciables, les ministères de la Justice et de l'Intérieur se sont engagés dans une démarche commune, la PPN, la procédure pénale numérique. Aujourd'hui, policiers et gendarmes reçoivent les plaintes et rédigent les procès-verbaux. Les éléments, dont les actes d'enquête, sont transmis à la juridiction et réceptionnés par le tribunal. Le dossier est alors transmis de service en service. Avec la PPN, le dossier d'enquête est constitué de procès-verbaux numériques. Le transfert des documents est dématérialisé. Le tribunal reçoit une alerte. Le dossier est arrivé. Tous les services autorisés peuvent facilement y accéder de manière sécurisée. Aujourd'hui, le greffier d'audience reçoit le dossier, le complète et le met à disposition des avocats. Le magistrat l'étudie et prend des notes à la main. La PPN facilite la transmission du dossier aux avocats. Les documents sont consultables en temps réel sur l'espace personnel du magistrat. La convocation à l'audience peut être numérique. Aujourd'hui, toutes les pièces sont apportées à l'audience par les juges et greffiers. Le juge prononce sa décision qui est transmise aux justiciables et acteurs concernés. Avec la PPN, les audiences sont numériques pour un déroulement simplifié. Le jugement est transmis directement aux justiciables et partenaires. L'affaire est archivée numériquement de manière sécurisée. En résumé, la procédure pénale numérique permet de fluidifier la circulation de la procédure entre tous les acteurs de la chaîne pénale, de renouveler les méthodes de travail pour que chacun se concentre sur son cœur de métier, de faciliter la communication avec les tiers, de renforcer la sécurité juridique. Pour aller plus loin, rendez-vous sur l'intranet des ministères de la Justice et de l'Intérieur.
Donc voilà effectivement la vidéo qui vous montrait à grands traits ce qu'est la procédure pénale numérique, et vous comprendrez que c'est un programme qui nécessite effectivement une concertation avec de nombreux acteurs. Tout d'abord, une collaboration opérationnelle forcément installée entre les ministères, avec principalement le ministère de l'Intérieur, avec lequel nous travaillons au quotidien, bien évidemment, à la fois au sein des ministères, mais aussi sur l'ensemble des déplacements que nous pouvons faire sur les différents sites qui sont déployés. Des travaux qui sont aussi enrichis par les expériences de juridiction. Je vous ai parlé d'Amiens tout à l'heure, qui était un des sites pilotes et dont je faisais partie il y a peu. Il y a aussi eu le tribunal judiciaire de Blois. Et tant Amiens que Blois ont eu un travail de collaboration avec la direction de programme qui a permis de mettre en place des applicatifs de la procédure pénale numérique en amont, et au fur et à mesure des expériences qui ont été reprises, on a pu faire évoluer les outils. Au cours de tous ces travaux qui étaient faits à la fois sur les sites d'Amiens et de Blois, bien évidemment, les barreaux locaux étaient totalement associés à l'ensemble de ces démarches, puisque eux aussi nous ont fait part de beaucoup de retours d'expérience, et c'est ainsi qu'on a pu affiner aussi la manière dont les choses devaient se faire dans le cadre d'un déploiement par la suite qui va être national. Le dernier échange, en dehors de cet aspect local, c'est bien évidemment fait avec les partenaires des deux ministères, au premier titre desquels le CNV avait toute son importance, toutes les administrations publiques, bien évidemment, les huissiers et tout ce que vous pouvez imaginer comme partenaires que nous pouvons avoir dans le domaine pénal. Les ambitions de la procédure pénale numérique sont de rendre effectivement une justice plus moderne, plus efficace, accessible effectivement directement par le justiciable, les services enquêteurs et les juridictions. Le but est effectivement d'arriver à une dématérialisation complète d'ici quelques années, et pour l'instant, en tout cas, notre premier objectif pour 2022 sera d'arriver à une dématérialisation pour les procédures correctionnelles sur 52 juridictions d'ici la fin 2022. Parallèlement à ça, vont se transmettre l'ensemble des procédures pénales provenant bien évidemment d'abord du ministère de l'Intérieur, mais aussi de nos partenaires externes, qui vont progressivement nous transmettre toutes leurs procédures de manière numérique, et aboutir aussi à ce titre donc à d'autres pans de procédures qui seront bien évidemment développés par la suite, tels qu'éventuellement les voies alternatives aux poursuites ou les ordonnances pénales. L'autre objectif de la PPN est aussi d'aboutir à une dématérialisation totale des petits X, ce sont donc les procédures contre auteurs inconnus qui souvent sont relatives exclusivement aux atteintes aux biens, et qui là encore, d'ici la fin de l'année, seront entièrement dématérialisées, ce qui aboutira bien évidemment à un échange beaucoup plus rapide. Très concrètement, cette dématérialisation des procédures correctionnelles va avoir un point extrêmement important qui, du côté du ministère de l'Intérieur, va avoir lieu prochainement, puisque normalement, à compter de janvier 2022, au niveau du ministère de l'Intérieur, l'ensemble des plaintes et l'ensemble des procédures en dehors de filières très spécialisées seront prises de manière dématérialisée, ce qui veut dire que même si votre juridiction n'est pas encore dématérialisée, que vous allez voir apparaître au fur et à mesure des procédures qui seront nativement numériques. L'avantage de la PPN, c'est effectivement de recevoir quasi instantanément ces procédures pénales, de pouvoir les consulter à tout moment et quasiment en tout lieu, de pouvoir de ne pas être dépendant d'un exemplaire de procédure pour pouvoir consulter, je dirais, l'audience de comparution immédiate, puisque simultanément, avocats, greffiers, présidents, parquetiers et toute autre personne pouvant avoir un intérêt à lire cette procédure peut consulter directement et simultanément la procédure. Les signatures, et je reviendrai sur ce point par la suite, sont apposées aussi sous un format numérique pour les actes qui peuvent vous concerner. Et il y a tout un schéma d'applicatifs qui existe, qui permettent effectivement par la suite d'avoir de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la procédure pénale numérique. Par exemple, sera mis en place d'ici quelques temps ce qu'on appelle
un identifiant judiciaire unique, ce qui veut dire très concrètement pour vous, avocats, qu'à partir du moment où vous rechercherez les suites d'une procédure, on sera en capacité, dans un temps extrêmement rapide et quasi immédiat, de vous dire où se situe sur le territoire national cette procédure, quel est le service qui en est en charge, et ce sera fini d'avoir une lettre type du bureau d'ordre qui vous indique de manière laconique « Votre procédure est toujours en cours dans les services » sans que vous sachiez exactement quel est le développement de celle-ci. La procédure pénale numérique a commencé en 2018. Ça a commencé effectivement par donc une mission de préfiguration qui a donné lieu ensuite aux expérimentations d'Amiens et de Blois dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis 2020, c'est plusieurs tribunaux donc qui sont déployés par système de vagues sur lesquels on commence effectivement par un déploiement des petits X et puis petit à petit de la filière correctionnelle. Parallèlement à ce qu'on a appelé donc cette PPN interministérielle, vous avez ce qu'on appelle le store PPN, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils à travers l'ensemble de la France où chaque juridiction peut s'en saisir. Très concrètement, c'est par le biais de ce store PPN que les avancées de Plex, de la CEP qu'on vient de vous présenter, mais encore tout dernièrement pour ce qui concerne les huissiers de Nautidoc, que petit à petit, effectivement, les juridictions prennent en compte donc ces nouveaux outils et sont amenés à les travailler indépendamment du déploiement de la procédure pénale numérique en tant que telle. 2021, c'est le jalon donc de la généralisation de la dématérialisation des petits X sur l'ensemble de la juridiction, des juridictions de France, et 2022, c'est le début effectivement des déploiements dans de plus en plus donc de juridictions. Nous devons donc atteindre 52 juridictions en 2022. Le but étant en 2023 que l'ensemble des tribunaux, à l'exception des DOM-TOM et de certaines cours d'appel qui verront un déploiement par la suite sur 2024, mais qu'en tout cas en 2023, l'ensemble de ces filières soit déployé. Je vous montre à très grands traits effectivement la cartographie donc avec ces différentes vagues dont je vous parlais. Vous voyez effectivement qu'il y a une généralisation de cette phase des petits X et que petit à petit, de plus en plus de juridictions rentrent dans ce schéma pour pouvoir à terme faire en sorte effectivement que cette procédure pénale numérique existe sur l'ensemble du territoire national. Le socle de la PPN interministérielle, c'est donc ce dont je vous parlais, le déploiement en plusieurs vagues qui sont composées à chaque fois de 5 à 10 tribunaux. Nous sommes actuellement dans la 4e vague par rapport au schéma précédent et petit à petit, nous faisons en sorte effectivement d'étendre donc cette procédure pénale interministérielle à de plus en plus de juridictions. Ça comprend donc les petits X dont je vous ai parlé, ça comprend les COPJ, ça comprend aussi la sphère des déferments. Et donc, très rapidement, vous allez être amené, une fois que votre juridiction aura basculé dans ce monde numérique, à voir arriver des procédures nativement numériques, avec bien évidemment un accompagnement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Nous essayons d'être extrêmement présents sur la période d'accompagnement, de rencontrer bien évidemment les barreaux locaux pour réexpliquer ce qu'est la procédure pénale numérique et de former l'ensemble des utilisateurs, que ce soit côté ministère de l'Intérieur ou côté ministère de la Justice. Les petits X qui seront donc tous déployés à compter de la fin 2021, c'est donc toutes les procédures qui concernent effectivement des atteintes aux biens sans personne identifiée pour lequel il n'y a pas eu d'atteinte aux personnes, sur des procédures qui sont dites simplifiées, sur lesquelles il n'y a pas d'éléments d'enquête particuliers à rechercher. Et tous ces petits X vont donc être d'ores et déjà dématérialisés, envoyés comme tels au niveau des bureaux d'ordre, et ce qui permettra aussi d'avoir directement pour les victimes un avis qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus rapide, et qui permettra aussi surtout de pouvoir rechercher très rapidement l'ensemble de ces procédures. La procédure pénale numérique sur le store PPN, je vous en ai parlé rapidement. C'est Plex dont on vient de vous parler, PLIN pour les échanges entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur,
la CEP dont vient de vous parler à l'instant Maître Pénard, Notidoc qui est un outil d'échange entre les huissiers de justice et les juridictions, et NPP et Noé qui là sont des plateformes qui existent internes au ministère de la Justice pour la gestion des dossiers nativement numériques. Le but est effectivement de faire en sorte que tout le monde monte en compétences de manière progressive sur ces procédures nativement numériques, de faciliter le télétravail par rapport à un contexte sanitaire qui a pu être particulier et de simplifier les processus métiers des utilisateurs et des agents pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration au sein du tribunal judiciaire avec les partenaires de justice. D'autres outils vont bien évidemment bientôt enrichir le store PPN et notamment celui dont je vous parlais tout à l'heure qui permettra de rechercher sur l'ensemble du territoire national à l'instant T l'existence d'une procédure, son devenir et son état d'avancement. Le déploiement tel qu'il est fait à l'heure actuelle, nous en sommes effectivement à plus de 56 000 procédures dématérialisées qui ont été traitées. 26 tribunaux sont pour le moment déployés. Un tribunal déployé ne veut pas dire qu'il a finalisé l'ensemble des filières de la cour correctionnelle, mais qu'il est en train de le faire progressivement. Il y a jusqu'à présent eu effectivement plus de 4000 procédures de COPJ et de déferment qui ont été traitées en nativement numérique. Sur les petits X, nous sommes bientôt au bout du chemin puisque nous sommes déjà à 112 tribunaux déployés. Plus de 40 000 procédures ont été reçues de ce type-là et nous aboutirons d'ici la fin de l'année à l'ensemble des juridictions, ce qui correspondra l'année prochaine à plus de 2 millions de procédures qui seront transmises par ce biais-là directement aux juridictions. Sur le store PPN, vous avez pu voir, notamment par rapport à la CEP, on vous parlait des chiffres tout à l'heure, mais en tout cas 200 juridictions, tribunaux et cours d'appel ont fait une demande de création en boîte CEP, ce qui montre que c'est une quasi-généralisation du système qui va avoir lieu d'ici peu de temps. Toutes ne sont pas encore déployées, mais la majorité le sont. Et il y a eu plus de 500 000 procédures transmises depuis mai 2020 via Plex, ce qui vous montre effectivement l'ampleur de ce changement. Les grandes actualités pour nous sont le fait que la Gendarmerie nationale vient depuis peu de temps nous rejoindre dans le processus numérique, puisqu'il lui manquait un décret d'application qui maintenant existe et qui fait en sorte que nous sommes en train de rattraper tout ce qui peut exister avec la Gendarmerie nationale. De la même manière, sur la réforme du CJPM pour les mineurs, nous avons essayé aussi d'être force de proposition pour accompagner en tout cas cette réforme au sein des différents tribunaux. Et puis, on vous en a parlé, Notidoc, le Wi-Fi avocat dont nous parlait Maître Pénard tout à l'heure, où bien évidemment, nous essayons de connecter de plus en plus de juridictions à ce Wi-Fi avocat pour que vous puissiez obtenir bien évidemment en direct les procédures lorsque vous vous situez au palais de justice et que vous ayez un accès immédiat au réseau pour pouvoir travailler. Ça, bien évidemment, demande, là encore, des avancées techniques qui sont importantes, une normalisation des réseaux, ce qui fait que ça prend un petit peu plus de temps parfois à être mis en place, mais la volonté est d'ouvrir ces réseaux Wi-Fi avocats de manière extrêmement importante. La volonté aussi d'ouvrir à Plex à de plus en plus de partenaires et à faire en sorte effectivement qu'à terme, la CEP ou la CPN deviennent des interfaces extrêmement utilisées à de niveaux par les utilisateurs. Je vais revenir quelques instants sur le cadre juridique de la procédure pénale numérique pour vous indiquer à grand schéma qu'il y a eu effectivement plusieurs changements importants qui ont été faits en 4 étapes pour accompagner le fait que l'on puisse passer d'une procédure papier à une procédure numérique. Le premier décret était celui du 23 juin 2020 qui permet en tout cas la création du dossier pénal numérique, dossier pénal qui va être la procédure en tant que telle et aussi toutes les pièces de personnalité et autres qui accompagnent ce dossier. L'arrêté de 2019 qui a fixé effectivement les modalités dont on vous a parlé tout à l'heure sur la communication qui pouvait y avoir notamment entre
les avocats et les juridictions. Le décret de 2019 qui a encadré les conditions de conversion et de rematérialisation sur lesquelles je vais revenir par la suite et définir les cadres de procédure. Et enfin, tout à fait dernièrement, donc la LPJ en 2019 qui, là encore, est intervenue sur la valeur probante que pouvaient avoir des pièces dans le cadre d'une procédure numérique et qui a sécurisé la coexistence du papier et d'un monde numérique, puisque toutes nos procédures ne vont pas venir du jour au lendemain, soit papier, soit numérique, et qu'il va y avoir aussi une coexistence des deux systèmes. Sur le dossier pénal numérique, donc la version papier n'est plus la seule à avoir une valeur juridique. C'est là le grand changement, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez un dossier papier qui était numérisé, et cette numérisation donnait une copie de procédure. Maintenant, le dossier de procédure numérique est l'original. Il peut être composé de pièces nativement numériques et il peut être composé de pièces numérisées, c'est-à-dire scannées. Dans ces deux cas, l'original n'est donc plus le papier, mais c'est effectivement ce dossier de procédure numérique qui peut être un dossier pénal d'une procédure telle que vous le connaissez, mais qui peut être aussi le dossier unique de personnalité des mineurs ou le dossier d'application des peines et à terme, dans quelques temps, le minutier qui nous permettra effectivement de conserver l'ensemble des décisions judiciaires. Le dossier de procédure pénale numérique peut être transmis bien évidemment aux acteurs de la procédure pénale et vous avez aussi la possibilité en tant qu'acteur de fournir des éléments sous format numérique. Ainsi, lorsque vous souhaitez envoyer des conclusions, lorsque vous souhaitez verser des pièces, là aussi, vous pouvez utiliser donc le format numérique pour nous les transmettre et ça permettra à ce moment-là qu'il soit intégré par la suite dans le dossier pénal numérique. Lorsque un dossier numérique doit redevenir papier ou qu'il se retransforme par la suite, est attachée donc une attestation de conformité qui précise effectivement que toutes les pièces qui faisaient partie donc de cet original numérique vous ont été transmises, qu'elles sont totalement similaires et l'attestation de conformité est là pour faire le lien entre l'original numérique et ce qui peut devenir un original papier. Pour exemple, vous avez donc une infraction qui est commise sur un véhicule sans auteur connu, donc c'est classé sur un petit X, sur une dégradation, et puis l'enquête par la suite va permettre que ce petit X qui a été pris de manière nativement numérique initialement ne n'en soit plus un. À partir de ce moment-là, les forces de sécurité intérieure vont rematérialiser la procédure en l'état du développement actuel de la procédure pénale numérique, vont mettre cette attestation de conformité et cette copie, ce document qui peut vous sembler être une copie, aura valeur d'original à partir du moment où il y a cette attestation de conformité. Ça permet ainsi de passer d'une juridiction déjà numérique à une juridiction non numérique en pouvoir faisant transiter et coexister ces deux types de dossiers, l'original numérique et l'original parquet. Bien évidemment, l'ambition à terme est de généraliser sur le nativement numérique et faire en sorte que l'ensemble des procédures soient traitées comme telles, mais comme ce n'est pas faisable dans un instant, nous sommes obligés d'avoir des solutions de contournement et qui garantissent quand même une sécurité juridique et une attestation, encore une fois, de fiabilité des documents qui vous sont transmis. Cette slide reprend très concrètement la manière dont effectivement tous les articles qui permettent le passage d'un original papier à un original numérique, qui vous indique effectivement que toute pièce qui peut être remise en format papier peut être numérisée pour être intégrée au dossier nativement numérique, que la conversion peut se faire à tout moment en gardant effectivement une force probante à partir du moment où vous avez encore une fois cette attestation numérique qui est mise et qui permet effectivement de
de passer, encore une fois, d'un monde papier ou d'un monde numérique de l'un à l'autre en fonction de l'avancée de la procédure. Pour en revenir donc sur un deuxième point qui est la signature, vous allez donc voir apparaître 3 types de signatures qui ont toutes une force probante et qui sont des cas de métier quelque peu différents. Vous avez tout d'abord le cachet électronique qui est une signature sans carte agent, une signature un peu plus je dirais forte, qui est la signature manuscrite recueillie sous format numérique, et enfin la signature électronique, et je vais revenir sur ces 3 types de signatures qui coexistent. Le cachet électronique, c'est-à-dire la signature sans agent, c'est un niveau de certificat minimum qui permet effectivement d'être utilisé lorsque l'agent signataire n'a pas besoin d'être identifié nominativement. Très concrètement, c'est toutes ces signatures qui peuvent figurer sur des avis de procédure où le service doit être identifié, mais où pour autant il n'y a pas d'importance à la qualité de l'agent signataire. Le second format de signature, c'est la signature manuscrite qui est recueillie sous format numérique, c'est-à-dire que très concrètement, c'est une signature qui est matérialisée par une image de signature manuscrite qui a été apposée sur un pad de signature, qui a été inséré dans un fichier. Et c'est, pour être plus simple, la signature du justiciable prise lors d'un déferment de manière numérique qui va signer son acte sur un pad de signature. Pour que cette signature ait une valeur, elle doit être scellée par une signature électronique. Et c'est le 3e échelon de la signature. C'est une signature qui, elle, a un niveau d'exigence important puisqu'elle doit permettre l'identification du signataire. On doit être certain entre le lien entre la signature et l'acte auquel elle s'attache et elle assure l'intégrité de l'acte. C'est donc la signature qui va être apposée par le magistrat ou par le greffier avec sa carte agent, avec un code PIN qui lui est personnel, qui assure une sécurisation et une valeur probante à l'acte de signature. Elle va se traduire visuellement sur le document par une Marianne qui va apparaître la plupart du temps sur la dernière page du document. C'est-à-dire que contrairement à ce que vous aviez avant, vous n'aurez pas une signature sur l'ensemble des pages, qui n'a pas de sens dans un monde numérique, mais vous aurez une signature qui figurera à la fin du document, qui encapsulera l'ensemble du document, qui donnera la valeur probante donc au document sur son ensemble. C'est-à-dire que pour un document de 6 ou 8 pages, le justiciable signera à la fin, le greffier ou le magistrat encapsulera donc la signature du justiciable, apposera donc la sienne au même moment, et ainsi vous aurez effectivement une succession de pages avec une signature qui sera finale de manière visuelle, mais qui en réalité reprend l'ensemble du document qui ne peut pas être modifié sans que l'on voit par la suite que celui-ci a été modifié d'une quelconque manière. C'est-à-dire que vous avez des garanties de sécurité qui vous montrent très exactement à quel moment le document a été signé, comment il a été signé, par qui il a été signé, et encore une fois sur l'ensemble du document. Là où il ne faudra pas vous étonner dans le cadre d'une rematérialisation de ces procédures, c'est qu'effectivement, si vous prenez donc une plainte qui fait 12 pages, qui est prise par un service de police de manière numérique, que pour une raison quelconque, et notamment parce que la juridiction dans laquelle elle va arriver par la suite n'est pas une juridiction qui est encore développée de manière numérique, vous verrez concrètement ce document avec ces 6 pages, une signature qui ne finalisera qu'à la fin, mais qui pour autant garde l'ensemble de sa valeur probante à partir du moment où une attestation de conformité est redonnée avec ce document papier. C'est donc l'attestation de conformité qui va donner foi au document qui est d'ailleurs par ailleurs conservé autrement. C'est donc un changement complet effectivement de culture, notamment par rapport à ça, puisque vous êtes sur un système de signature beaucoup plus fiable, dont vous êtes certain de l'identification du signataire,
Donc, vous êtes certain aussi du moment de cette signature, de l'intégrité de cette signature par rapport à l'acte, et toute modification apparaît automatiquement, effectivement, s'il y a eu des tentatives de modification de ce document par la suite qui perd, dans ces cas-là, ses certificats de sécurité et de conformité. Voici à grands traits donc je dirais l'aspect à la fois donc sur les procédures et les signatures, et juste pour les quelques points que je voulais encore évoquer avec vous, mais qui l'ont déjà été, était de revenir notamment sur les outils qui ont été développés pour les avocats. On vous l'a redit dans ce début de webinaire, il y a d'une part Plex, qui est donc cet outil de transmission qui existe, qui permet des échanges sécurisés jusqu'à 1 giga, donc des dossiers qui peuvent être importants, sur lequel cette transmission est immédiate. Ça vous a été expliqué effectivement tout à l'heure. Le protocole donc national a été mis en place pour cette utilisation dans la période de crise sanitaire, et on a vu très rapidement, après 2 mois de mise en place, que de nombreuses procédures étaient déjà transmises par Plex. Je vous reprenais les chiffres tout à l'heure qui vous montrent à quel point, bien évidemment, c'est un outil qui peut paraître peut-être des fois difficile à sa prise en charge parce qu'on n'est pas encore habitué, mais qui en fait est une véritable révolution dans la manière de fonctionner. Vous n'avez plus à attendre pendant des heures des demandes de copies. Les demandes de copies peuvent être délivrées de manière quasi instantanée, avec une traçabilité de ces demandes de copies, ce qui change complètement la donne dans les rapports que l'on peut avoir avec une juridiction. Vous imaginez bien que lorsque vous serez dans une juridiction qui sera une juridiction qui aura été entièrement déployée sur ces points, concrètement, la procédure nativement numérique transitera des services de police à la juridiction. La juridiction, si elle a besoin, donc notamment si c'est une COPJ, pourra vous retransmettre quasiment immédiatement la copie de la procédure une fois qu'il aura intégré les pièces de personnalité, et c'est des échanges qui vont être extrêmement facilitants puisqu'il n'y aura pas besoin de passer par un service de numérisation, par un service externe, et que tout arrivera en effet directement. Dans les autres outils qui ont été mis en place, c'est bien évidemment tout ce qui peut se faire pour vous faciliter la prise de connaissance de la procédure. Alors, je sais que c'est pas encore optimal, que nous avons à travailler encore sur ce point. Le but est de faire en sorte que vous ayez accès à un système de consultation qui vous soit totalement facilité sur ce point. Et il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition. Le premier de ces outils, c'est effectivement les tablettes de consultation. Ça, vous les connaissez déjà dans plusieurs juridictions. Elles sont plus ou moins de bonne qualité. Je le dis très facilement pour en avoir fait aussi l'expérience en juridiction. C'est un premier palier de consultation qui est possible et qui permet d'avoir en tout cas accès à la procédure lorsqu'elle est nativement numérique. Le deuxième palier est ce que nous avons appelé le kiosque PPN. Alors, le kiosque PPN n'est pas quelque chose qui est mis en place dans de nombreuses juridictions, c'est encore quelque chose qui est en voie d'évolution, puisque pour l'instant, nous sommes en train de le tester sur quelques juridictions pour voir, et en fonction des retours des utilisateurs, et notamment en fonction des retours des avocats utilisateurs, si c'est effectivement quelque chose qui est facilitant et qui doit ou non aboutir un jour à une généralisation. Un kiosque PPN, c'est concrètement un espace dédié à la consultation du dossier pour les avocats dans le tribunal. C'est-à-dire que vous avez accès à un bureau, à un ordinateur, avec éventuellement, c'était le cas à Amiens, un double écran, et que sur cet écran, vous êtes en capacité, le greffe peut vous mettre à disposition le dossier que vous souhaitez consulter, et vous pouvez le consulter en direct comme vous l'auriez consulté dans un monde papier, avec une qualité de consultation qui est similaire à celle de l'ensemble des acteurs, puisque vous avez là encore un écran suffisamment grand, un accès aux pièces, une possibilité effectivement de lecture qui peut être facilitée.
Là encore, c'est des kiosques qui nécessitent une sécurisation, bien évidemment, qui sont aujourd'hui existants à titre expérimental. Et en fonction de ces retours d'expérience, nous verrons si nous avons la possibilité ou non de les généraliser sur l'ensemble des juridictions. L'autre avancée qui sera bien évidemment primordiale, c'est celle du Wi-Fi avocat. Le Wi-Fi avocat, lorsqu'il est déployé, vous permet dans l'ensemble d'un tribunal, que ce soit dans le service de la permanence ou que ce soit dans la salle d'audience, d'avoir accès directement au Wi-Fi et de pouvoir ainsi télécharger et récupérer les procédures par les biais qui vous ont été exposés tout à l'heure. Ça signifie concrètement que si une tablette tactile mise à la disposition d'une juridiction vous est problématique d'usage ou vous paraît trop compliqué, vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, avec vos propres outils, à partir du moment où vous pouvez être connecté par le Wi-Fi, de récupérer directement sur votre espace de travail les documents. De manière très concrète à Amiens, ça se traduisait par des avocats qui arrivaient avec leur propre ordinateur, qui récupéraient ainsi la procédure, pouvaient la travailler directement, pouvaient la mettre en page, la découper comme ils le souhaitaient, utiliser tous les outils qui peuvent exister en matière de PDF pour la travailler, et leur permettait, de la même manière qu'ils pouvaient stabiloter un dossier dans le passé, pouvaient le faire dans un monde numérique avec les mêmes facilités d'usage que peut avoir n'importe quel logiciel de traitement de PDF. C'est véritablement donc une avancée qui, à mon avis, est tout à fait significative, qui changera fondamentalement, à mon avis, la manière de travailler de part et d'autre, mais qui, encore une fois, est quelque chose de progressif. Elle est liée, comme je vous le disais tout à l'heure, à des problèmes aussi en lien directement de réseau qui doivent être expertisés. On ne peut pas le mettre en place sur des réseaux qui sont vieillissants et ça demande une mise aux normes préalable qui est importante et qui fait que progressivement, en tout cas, on espère étendre ce Wi-Fi avocat dans l'ensemble des juridictions qui seront amenées à traiter les dossiers de manière numérique. Sur les autres outils qui existent, donc il y a bien évidemment la CEP dont on vous a parlé tout à l'heure, où là encore donc de nombreuses juridictions ont demandé à y accéder, puisqu'effectivement sur 204 juridictions tout compris, plus de 200 ont demandé à pouvoir bénéficier de cet outil. Là encore, il y a des juridictions qui sont en voie de déploiement à l'heure actuelle, mais c'est une généralisation quasi nationale qui a eu lieu, qui permet cette communication bien évidemment facilitée entre les avocats qui sont inscrits au RPVA et les services pénaux d'un tribunal. Là encore, il y a des sécurisations qui existent sur les échanges, sur les stockages des données. C'est une communication qui est facilitée. On vous a rappelé tout à l'heure les cadres dans lesquels celle-ci était possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'extension au contentieux de la liberté dans l'état actuel de la législation, mais tous ces éléments pourront bien évidemment évoluer par la suite, sachant que cette communication électronique pénale n'est pas conditionnée à l'adoption d'un protocole local, puisque c'est avec le CNB que nous travaillons directement, qu'il n'y a plus besoin d'accusé de réception de lecture, et que progressivement, bien évidemment, c'est une mesure que nous souhaitons étendre à l'ensemble des juridictions et dans un cadre qui devra être vu et étendu pour permettre une accessibilité par tous. Dans le cadre des quelques éléments que je voulais encore simplement vous montrer, en annexe notamment par rapport à cette présentation, c'est ce qui concerne donc le domaine des petits X sur lequel vous allez, quelle que soit votre juridiction, être concerné à partir de janvier 2022, c'est-à-dire ces procédures qui donc concernent des atteintes aux biens peu graves, qui vont toutes être rédigées donc de manière nativement numérique, qui seront toutes transmises donc de manière nativement numérique, sauf si une enquête doit reprendre par rapport parce qu'il y a des nouveaux éléments et que là la procédure pourra être rematérialisée.
De la même manière que ces petits X et que l'extension de la prise de plainte et de la prise de procédure par les forces de sécurité intérieure en janvier 2022 va s'étendre à l'ensemble des procédures, et vous allez être de plus en plus fréquemment amené à voir effectivement d'une part ces signatures sous format électronique dont je vous parlais tout à l'heure. À gauche, vous voyez la signature par un magistrat qui est donc ce cachet qui est apposé sur la dernière page du document et qui peut encapsuler aussi la signature d'un justiciable. Et à droite, la signature électronique par les forces de sécurité intérieure, de police ou de gendarmerie. Là, en l'occurrence, c'est la police nationale, où vous voyez effectivement à l'écran la signature de l'intéressé et le fait qu'il y a au-delà de ça, une signature électronique qui est mise et sur lequel vous voyez en haut figurer très exactement le certificat de signature qui vaut la force probante au document. De la même manière, j'ai oublié de vous en parler à l'instant, vous avez la même chose qui vous dit si les formats de signature sont valables ou non au niveau du magistrat pour vous assurer de la complétude de la procédure et que le document n'a pas été remodifié par la suite. Les attestations de conformité dont je vous ai aussi beaucoup parlé, ça c'est l'attestation du ministère de la Justice et cette fois-ci donc l'attestation du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des déclinaisons bien évidemment qui existent pour la gendarmerie nationale, qui sont ce document que vous allez encore voir apparaître de manière progressive et importante, que votre juridiction soit ou non dans un monde numérique, et qui permettront d'attester de la conformité au dossier numérique initial et qui donneront la force probante à l'ensemble des documents qui accompagneront cette attestation de conformité. Voilà en quelques mots la présentation que je souhaitais vous faire sur la procédure pénale numérique qui va être une véritable révolution de part et d'autre. Et nous avons beaucoup de réflexions sur la conduite du changement aussi au sein du ministère de la Justice. Vous imaginez bien que d'arriver avec toutes ces innovations en juridiction est quelque chose de complexe sur lequel nous souhaitons en tout cas véritablement nous engager pour accompagner ce changement qui va être une véritable révolution qui en sera une pour vous aussi bien évidemment, que nous souhaitons toujours faire en pleine concertation avec vous, dans un travail en commun pour qu'il soit facilitant de part et d'autre et que nous puissions effectivement à terme totalement nous passer du papier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je crois que maintenant vous avez une présentation concernant un autre volant du numérique, à savoir donc les TIG. Je n'ai pas activé mon micro. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette présentation très exhaustive de la procédure pénale numérique. Et il nous reste maintenant 30 minutes pour évoquer. Alors, Philippe Baron parlait lors de son introduction du bond de modernité que représente l'arrivée du numérique dans la procédure pénale. Que dire du numérique et la peine? On peut dire que c'est une véritable révolution. Et c'est vrai que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mme Simoneau, a rappelé récemment que l'Allemagne avait drastiquement réduit son taux d'incarcération par le recours aux alternatives. Pourquoi la France n'y arrive pas? Cette culture de l'alternative à l'incarcération, elle s'apprend pour la plaider et évidemment pour la prononcer. Ça suppose de former tous les acteurs judiciaires, des avocats aux magistrats, et le Conseil national des barreaux, et notamment la Commission Liberté et Droits de l'Homme, est particulièrement impliqué. Avec notre experte Amélie Morino, avocate au barreau de Paris et en même temps présidente de la 3D, et qui, c'est vrai, de ville en ville, inlassablement forme les confrères au droit pénitentiaire et qui rappellera là, dans cette demi-heure, le cadre légal du travail d'intérêt général. Alors, c'est vrai que lorsque la plateforme TIG 360 a été imaginée sous la responsabilité du ministère de la Justice par l'Agence de travail d'intérêt général et de l'insertion, le Conseil national des barreaux s'est naturellement investi dans ce projet auprès de l'agence en collaboration avec sa très engagée et dynamique, il faut que je le dise, chef de service, Madame Wonderscher Jessica, qui va nous présenter en fait la plateforme et nous fera une démonstration pendant cette demi-heure. Évidemment, cette plateforme TIG 360, c'est une révolution parce que du point de vue des avocats,
auquel elle est accessible depuis le 4 octobre 2021, elle va permettre en fait aux avocats d'avoir une visibilité sur la disponibilité des travaux d'intérêt général dans toute la France. Et donc, elle va permettre aux avocats de plaider de manière plus active, en quelque sorte, ces travaux d'intérêt général. Et j'espère de pouvoir convaincre les magistrats, parce qu'il ne faut jamais oublier que ceux qui finalement décident de cette alternative à la peine, ce sont les magistrats. Alors, je ne suis pas une geek, donc je vais juste introduire comment on accède au TIG 360 du point de vue de l'avocat. Comme j'ai trouvé ça très facile et que je suis nullissime en numérique, a priori, tout le monde devrait y arriver. Alors, du coup, les navigateurs qui sont compatibles sont assez simples. Vous avez ou Mozilla, ou Google Chrome, ou Microsoft Edge. Vous avez deux accès possibles, soit sur le site du CNB, puisque le site institutionnel du CNB a intégré un pictogramme TIG 360 dans la rubrique Relations juridiction, soit à partir de l'adresse du site qui est tige360.avocat.fr. Soit vous vous connectez directement avec votre clé, c'est très simple en fait, de par le site du CNB, j'ai essayé, vous mettez la clé et vous accédez tout de suite sur le site TIG 360, soit évidemment avec votre identifiant et mot de passe Identitas. Je sais qu'on est de moins en moins nombreux et je sais que Philippe Baron souhaiterait qu'à terme, il n'y ait plus d'Identitas sauf par la clé parce que c'est plus simple et que ça permet finalement de centraliser tous les services. Mais voilà l'accès au TIG 360 pour l'avocat. Alors peut-être je vais tout de suite passer la parole à ma consoeur Amélie Morino pour qu'elle rappelle le cadre de ce qu'est un TIG et l'intérêt pour l'avocat. Et puis ensuite, on verra avec Madame Van der Scher la démonstration de la plateforme. Je te donne la parole, Amélie. Bonjour. Donc, je te remercie, Laurence, pour cette présentation. Je vais essayer de faire court pour permettre une présentation exhaustive ensuite du logiciel et de l'outil qui représente la plateforme TIG 360. Je voulais simplement attirer votre attention sur les récentes modifications qui sont intervenues en matière de droit de la peine et qui nous engagent, nous, aujourd'hui, à davantage investir ce champ. Alors, en réalité, la modification substantielle, elle est intervenue par la réforme de la LPJ du 23 mars 2019, qui est pour l'essentiel de ces dispositions entrées en vigueur en 2020, en plein milieu du confinement, ce qui a parfois produit quelques difficultés pour l'ensemble des professionnels, pas seulement les avocats, pour intégrer cette réforme. En réalité, cette réforme du droit de la peine, elle est venue profondément refondre la question de son prononcé, puisque jusque-là, il y avait une véritable phase d'individualisation qui avait été imaginée par le législateur depuis des dizaines d'années, qui était le passage après l'audience correctionnelle, puisque c'est de ça dont on parle, devant un juge de l'application des peines qui, lui, était chargé d'assurer la personnalisation de la peine. En réalité, cette architecture-là, elle va disparaître et j'y reviendrai dans quelques minutes parce qu'avant de vous l'exposer, je voudrais dire un mot de la refonte qui a été faite aussi de l'échelle des peines. En fait, cette réforme, elle est venue supprimer un certain nombre de peines et en modifier certaines, en inventer de nouvelles, mais ce n'est pas exactement l'objet de cette formation. Mais concernant le TIG, elle est venue apporter des modifications qui sont des modifications tout de même substantielles. D'abord, il y a deux sortes de TIG qui peuvent être prononcées et donc plaidées devant une juridiction. Ces deux formes de TIG, c'est d'abord le travail d'intérêt général en tant que peine autonome qu'on connaissait et qu'on continue de connaître aujourd'hui, qui simplement a vu le temps qui peut être prononcé considérablement augmenter en passant à 400 heures. Donc aujourd'hui, une juridiction correctionnelle peut prononcer 400 heures de travail d'intérêt général à l'encontre d'un prévenu qui comparaît. Et pour autant, le délai d'épreuve pendant lequel ce TIG doit être effectué, celui-ci n'a pas été modifié et est maintenu à 18 mois. 400 heures en 18 mois, c'est absolument considérable et il faut faire attention au moment où on se trouve à l'audience à bien réussir à adapter ce quantum d'heures prononcé de TIG à la personnalité et surtout à la situation de la personne qui comparait. Pourquoi ? Parce que sinon, en prononçant une peine dont chacun des acteurs peut parfois ne pas avoir conscience de son adéquation à la situation du condamné, on va le mettre, lui, dans une situation d'échec. Et c'est évidemment pas ce qu'on veut puisque les conséquences derrière, elles peuvent être particulièrement ennuyeuses.
Cette augmentation du quantum d'heures prononcées, c'est la première modification. La deuxième, et elle nous intéresse, c'est celle de la question du recueil de son consentement. Aujourd'hui, le consentement du condamné concernant le travail d'intérêt général, il peut être différé. Le recueil de ce consentement, il peut être renvoyé à la convocation ultérieure devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui sera chargé d'encadrer la mesure et donc aussi, lors de ce premier rendez-vous, de recueillir le consentement de la personne. Alors, en réalité, ça concerne quand même un nombre assez peu important de situations, puisque dans l'immense majorité des audiences correctionnelles, tout de même, le client est censé comparaître personnellement, mais ça peut concerner tous les cas où le client se trouve représenté à l'audience et représenté avec un pouvoir de représentation par son conseil, sans forcément avoir préalablement donné un consentement écrit à celui-ci. On pourra désormais, même en son absence, plaider un travail d'intérêt général qui serait, à notre avis, la peine la mieux adaptée. On peut le plaider et surtout les juridictions, elles peuvent le prononcer puisque l'individualisation de la peine, et la Cour de cassation l'a répété depuis l'entrée en vigueur de la réforme, elle n'est pas conditionnée à la présence du condamné à l'audience. Et l'exemple le plus symptomatique, c'est que la Cour de cassation a indiqué que l'aménagement de peine, qui doit désormais être la règle, il doit être prononcé, y compris en absence du condamné. C'est bien la preuve que l'individualisation de la peine, elle ne concerne le condamné, elle concerne évidemment le condamné, mais pas uniquement lorsqu'il est présent. Elle doit également intervenir lorsqu'il est absent de l'audience. Toutes ces considérations, elles ont en fait une raison d'être, c'est ce dont je vous parlais en introduction, qui est la modification substantielle du rôle du juge correctionnel. Avant, le juge correctionnel, il était là pour déclarer la culpabilité ou non, et puis ensuite, globalement, il déterminait la gravité de l'infraction qui avait été commise et de la peine qu'il entendait prononcer en déterminant le quantum de l'emprisonnement, et puis ensuite en imposant ou non un mandat de dépôt à l'audience, ou un mandat d'arrêt en cas d'absence. Désormais, ça n'est plus tout à fait ça, puisque le juge correctionnel, il est tenu de prononcer une peine qui sera normalement la peine véritablement exécutée. Donc, je vous l'ai dit, il y a cette peine de tige autonome, mais il y a une deuxième peine qui est pour le coup nouvelle, qui est la peine de sursis probatoire, qui est venue remplacer tout à la fois le sursis mis à l'épreuve qu'on connaissait, la contrainte pénale et le sursis avec obligation de réaliser un travail d'intérêt général. Ce sursis probatoire, il se veut être une peine adaptable au fur et à mesure de son exécution par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous le contrôle du juge de l'application des peines. Alors, ça ne change pas grand-chose au sursis tige qu'on connaissait avant, sauf une, en réalité, qui est que jusqu'à présent et jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme, le sursis tige, une fois qu'il avait été effectué par le condamné, au bout de 18 mois, on n'en parlait plus. Il était nécessairement terminé. Ça n'est pas le cas d'un sursis probatoire dont le tige peut être une des obligations, mais une parmi éventuellement d'autres qui sont modulables et qui peuvent évoluer tout au long de l'exécution. Et ensuite, ce sursis probatoire, il peut durer jusqu'à 3 ans, ce qui est quand même une différence substantielle au regard du délai d'épreuve qui était celle du sursis tige qu'on connaissait. Alors, il va nous appartenir de plaider la peine et il nous appartient tellement de plaider la peine qu'aujourd'hui, les premiers effets qu'on voit de la réforme, c'est certes un aménagement plus important des courtes peines d'emprisonnement à l'audience, mais aussi dans certaines juridictions, un effet pervers qui concerne directement la question du tige, puisque jusqu'à présent, en réalité, le prononcé d'une peine d'emprisonnement courte, je veux dire moins de 6 mois, n'était pas assorti d'un aménagement ad initio le plus souvent. Ça voulait dire qu'on renvoyait au juge de l'application des peines le soin d'individualiser la peine, y compris sous la forme d'une conversion qui intervenait sous la forme d'une conversion en tige. Et c'était le gros des conversions de certains services d'application des peines en milieu ouvert. La personne qui était condamnée à 6 mois, s'il n'y avait pas eu de mandat de dépôt à l'audience évidemment, elle venait ensuite se présenter avec un ensemble de documents devant le juge de l'application des peines qui justifiaient de sa situation et il appréciait, lui, l'opportunité de voir cette peine convertie en travail d'intérêt général. L'effet pervers qu'on observe actuellement dans certaines grosses juridictions principalement, c'est que l'aménagement de peine, il fait obstacle à cette faculté de conversion. Si vous avez une peine de 6 mois d'emprisonnement qui est prononcée, la peine, elle ne pourra pas être ensuite convertie en travail d'intérêt général. Donc, il faut faire bien attention à ce qu'une peine aménagée
ne viennent pas remplacer ni un sursis simple, parce que parfois c'est la tendance, comme le bracelet électronique, finalement, ce n'est pas vraiment de l'emprisonnement, on va remplacer le sursis simple par cette peine-là. Et ensuite, il faut faire bien attention à réussir à plaider son TIG ou sur son sursis probatoire avec une obligation de TIG dès le début, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de deuxième chance devant le juge de l'application des peines, comme on en avait l'habitude avant. Voilà, normalement, l'outil qui va nous être présenté doit nous aider, nous, mais aussi aider les juridictions à en prononcer davantage. Et ça, c'est plutôt réjouissant compte tenu de la pertinence de cette peine-là par rapport à toutes les autres. Je laisse Madame Van der Scher, du coup, nous présenter un peu comment l'avocat peut finalement, à l'audience, accéder à cette plateforme. Merci Maître Roch et Maître Morino pour cette première présentation sur le corpus juridique du travail d'intérêt général. Je vais vous présenter dans quelques instants effectivement cette plateforme TIG 360 degrés qui, comme son nom l'indique, est accessible à l'ensemble des acteurs du travail d'intérêt général, les magistrats, les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi l'ensemble des organismes d'accueil sur tout le territoire national. Comme je vous l'ai dit, elle est accessible aux magistrats depuis quelques mois déjà, et c'est tout naturellement afin de respecter le principe du contradictoire que nous avons tenu à la TIJ, parce que cette plateforme, avec le CNB, soit également accessible dans une configuration strictement identique aux magistrats et aux avocats. Maître Roch vous l'a dit en introduction, il s'agit en réalité d'une aide à la plaidoirie. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu que l'avocat remplace le CEPIP ou l'éducateur, mais c'est bien une aide au moment de l'audience. C'est parce que là aussi, Maître Morino a parfaitement raison, c'est lors de l'audience correctionnelle, qu'il s'agisse d'une audience publique ou d'une audience de CRPC, c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut insister sur cette peine de travail d'intérêt général qui présente, et nous savons tous ici, de très nombreux aspects positifs pour prévenir la récidive et faire diminuer la délinquance. Alors, TIG 360 degrés, nous allons le voir, c'est une cartographie de l'ensemble des postes de TIG que nous avons sur tout le territoire. Et ce que vous pouvez faire avec, c'est en préparant votre dossier ou même à l'audience, parce qu'il suffit de 3 clics et qu'elle est très accessible et qu'elle ressemble plus à une application pour smartphone que vraiment à un outil, un applicatif bureautique. Vérifier sur cette plateforme si oui ou non il y a des postes de TIG qui sont adaptés à la personnalité ou aux besoins de votre client. Expliquez à celui-ci aussi ce qu'est un travail d'intérêt général, qu'effectivement, il va devoir travailler gratuitement pendant un certain nombre d'heures, qu'il ne choisira pas le poste de TIG. Ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas lui, ni l'avocat, ni le juge à l'audience qui choisit le type de poste, mais le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ou l'éducateur, parce qu'il y a tout un travail après la condamnation qui est effectué pour évaluer la personnalité et surtout les besoins en termes d'insertion et aller choisir le poste de TIG qui est le plus adapté. Il ne faut pas oublier aussi que la structure d'accueil a toujours le dernier mot et que c'est elle qui donne le go pour accueillir la personne condamnée. De sorte qu'effectivement, à l'audience ou en amont de celle-ci, il est vraiment important de rester sur les principes généraux du travail d'intérêt général. Et ensuite, bien sûr, aller plaider cette peine de TIG devant le tribunal, devant les magistrats, en leur indiquant qu'il n'y a pas de difficulté pour l'exécuter, qu'il y a bien un ou plusieurs postes adaptés à la personne qui est prévenue devant eux. Je vais faire un partage d'écran pour vous montrer effectivement en direct comment fonctionne cette plateforme. Alors, vous avez possibilité d'accéder effectivement sur tous vos outils, ordinateur, téléphone, tablette, et via la quasi-totalité des navigateurs, comme vous l'a rappelé Maître Roch. Une fois que vous êtes soit passé par le site du CNB, soit en allant directement sur tige360.avocat.fr, vous arrivez sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, comme je l'ai dit, est le symétrique exactement de celle dont dispose le procureur à l'audience et le magistrat du siège. Vous avez 2 fonctionnalités principales, la cartographie sur laquelle nous allons aller immédiatement et également la possibilité de proposer un contact sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. L'idée est que vous accédiez à l'espace cartographique en un clic. Comme vous le voyez, vous allez arriver systématiquement sur Paris puisque la plateforme est hébergée par le Conseil national des barreaux. Et vous allez disposer effectivement, comme vous le voyez, de l'ensemble des postes de travail d'intérêt général. Vous avez à droite la légende et nous allons voir après en zoomant des petites gouttelettes vertes et je vous expliquerai ce que sont les ronds.
Si nous lisons la légende, chaque gouttelette verte représente un poste de travail d'intérêt général. Non pas une structure, mais bien un poste, puisque certaines structures peuvent avoir plusieurs postes de travail d'intérêt général différents. Lorsque la gouttelette est verte, cela veut dire que le poste est actif et que l'on peut positionner une personne en tige assez rapidement. Lorsqu'elle est grise, cela veut dire que le poste est suspendu. Cela peut avoir plusieurs raisons, mais la raison principale peut être que le tuteur est absent, par exemple, ou que pour une raison ou une autre, la structure a décidé momentanément de ne pas accueillir de personnes en travail d'intérêt général. Vous le voyez aussi dans la légende, vous avez deux petites subtilités sur les gouttelettes vertes. Lorsqu'il y a un petit rond dedans, c'est un poste qui permet d'accueillir des personnes majeures. Lorsque nous avons une étoile, cela veut dire que le poste accueille des personnes mineures, puisque bien évidemment, cette cartographie regroupe l'ensemble des postes pour les mineurs et pour les majeurs. Vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer, la carte étant extrêmement précise. Lorsque vous dézoomez, vous avez effectivement 3 cercles concentriques qui apparaissent. C'est l'idée, là encore, d'avoir en un clin d'œil la distance par rapport à la ville-centre, là où se trouve votre personne prévenue. Donc, vous avez un premier cercle d'1 km, un deuxième de 5 km et un troisième de 10 km. Vous accédez sur cette carte à l'ensemble du territoire français de 2 façons, soit en vous déplaçant sur la carte, soit en utilisant cette petite loupe pour aller solliciter une commune. Je vais rester un petit peu sur Paris encore pour le moment. Alors, je vais me remettre sur Paris. Et voilà, vous avez donc l'ensemble des postes. Quand vous avez des petites bulles vertes ou jaunes, c'est parce que le zoom n'est pas assez actif et en cliquant dessus, vous voyez apparaître tous les postes de tige sur cette structure. L'idée étant qu'à l'audience, par exemple, vous avez, imaginons, votre client est en fait, vous êtes devant le tribunal pour enfants et votre client est mineur. Vous voulez savoir s'il existe des postes de tige mineurs sur Paris. Vous activez ce filtre, la petite loupe grise, et vous voyez beaucoup moins de postes. Mais il y en a encore et vous pouvez donc être sécurisé sur le fait qu'une mesure de tige pour votre mineur pourra être exécutée sans difficulté. Votre mineur est scolarisé la semaine et il ne pourra effectuer son tige que le week-end. Et souvent, du côté des magistrats ou des avocats, on avait tendance jusqu'à présent à se censurer parce que ni les avocats ni les magistrats n'avaient la possibilité de savoir s'il y avait ou non des postes de travail d'intérêt général. Là, vous allez pouvoir vérifier si pour ce mineur, qui n'est disponible que le week-end, en activant ce deuxième filtre, il existe encore des postes de tige. Et vous le voyez, il existe encore 4 postes de travail d'intérêt général qui accueillent des mineurs, notamment le week-end. Vous pouvez donc prononcer sans risque, enfin demander à ce que le tribunal prononce sans risque une peine de travail d'intérêt général pour ce jeune. Pour effacer les filtres, il suffit de cliquer sur cette petite icône poubelle rouge. Et je vais vous montrer maintenant que vous accédez surtout aux postes sur l'ensemble du territoire français. Nous allons partir dans l'est de la France. Admettons que votre prévenu habite Belfort, bien que jugé à Paris. En cliquant sur cette loupe et en rentrant le nom de la commune, vous arrivez, et là aussi en quelques secondes, sur la ville que vous avez sollicitée. On va attendre juste quelques instants que les postes chargent. Voilà. Vous voyez apparaître de nouveau des gouttelettes vertes et des bulles en fonction du zoom. Là aussi, imaginons que votre client ait une particularité. Il est par exemple à mobilité réduite et vous voulez savoir s'il existe sur Belfort, où vous n'êtes jamais allé, des postes de travail d'intérêt général accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous irez dans l'icône plus de filtres, accéder l'accès aux personnes à mobilité réduite, cliquez sur la loupe et vous saurez instantanément que oui, il existe des postes de travail d'intérêt général sur Belfort accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et là encore, vous pouvez aller plaider cette peine devant le tribunal en précisant que la peine sera exécutable. Vous avez également à votre disposition un certain nombre d'informations sur les structures qui existent. Nous vous l'avons laissé à titre informatif. Bien évidemment, il n'est pas prévu que vous en parliez à vos clients, puisque, comme je l'ai déjà dit, c'est uniquement le CEPIP et l'éducateur qui pourront déterminer, après la condamnation, après l'évaluation de la personnalité, le poste le plus adapté pour prévenir au mieux la récidive et la délinquance de la personne condamnée. Si nous retournons à l'accueil, vous avez aussi la possibilité, comme tous les utilisateurs de Tige 360,
de nous donner des idées d'organismes. Vous avez rencontré un partenaire, un client qui se dit intéressé par accueillir une personne en travail d'intérêt général. Vous avez la possibilité de nous donner le nom de l'organisme ou de la personne, son adresse, notamment sa ville, d'autres éléments si vous les avez, mais avec la ville et son nom, nous arrivons à les retrouver et d'envoyer ce formulaire qui va arriver directement auprès de nos référents territoriaux du travail d'intérêt général qui sont localisés dans chacun des départements. Nous prendrons attache à ce moment-là avec la structure pour essayer d'avoir un poste supplémentaire. Voilà pour la présentation de cette plateforme du travail d'intérêt général. Est-ce que Maître Roch ou Maître Morino, vous souhaitez que je montre autre chose avant de quitter ce partage d'écran et de rappeler quelques autres précisions sur l'exécution de la mesure? Moi, je voulais juste savoir si les magistrats à l'audience avaient accès en fait à cette plateforme. Si en 2 mots, quand on la plaidait, on pouvait discuter avec les magistrats sur l'accès à cette plateforme. Oui. Maître Roch, l'ensemble des magistrats, qu'ils soient au siège ou au parquet, ont l'accès à cette plateforme et exactement sur la même configuration que la vôtre. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes types de filtres et ils voient exactement la même chose que vous. Parfois, il peut y avoir un décalage dans le chiffre, c'est en raison du zoom, puisque suivant où vous vous situez au niveau du zoom, vous voyez là, c'est marqué en bas 872 postes. Si je zoome un peu plus en avant, sur la carte qui s'affiche, nous descendons à 391 postes de travail d'intérêt général. Mais vous pouvez effectivement engager un dialogue à l'audience vis-à-vis de cette plateforme. Parfait. Est-ce que peut-être, Mme von der Schaaf, vous pouvez nous exposer comment les barreaux, par exemple, peuvent prendre contact avec des référents pour la présentation de ce TIG 360? Parce que l'idée est évidemment que dans les barreaux, au-delà de cette formation qu'on fait, il puisse y avoir de la formation sur ce TIG et de la communication sur ce TIG 360. Alors oui, effectivement, nous avons, en plus de cet outil numérique qui est déployé depuis quelques mois, nous disposons de 72 référents territoriaux du TIG qui sont des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ou de la pénitentiaire qui sont dédiés à 100% au développement des postes de travail d'intérêt général, à la prospection des structures, à l'animation du réseau et qui sont aussi des facilitateurs pour l'ensemble des acteurs du TIG et donc notamment les avocats avec l'ouverture de cette plateforme. La liste des référents territoriaux est disponible sur le site internet de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Nous pourrons vous recommuniquer aussi la liste avec les coordonnées de l'ensemble des référents. Ils ont été informés de l'ouverture de cette plateforme et on les a invités aussi à prendre attache avec leurs bâtonniers locaux pour organiser des séances de présentation de la plateforme. Ils sont équipés des supports pédagogiques pour ce faire et également d'un support de formation qui débordera un petit peu du travail d'intérêt général parce que, comme l'a rappelé Maître Morino, c'est aussi l'idée de penser cette plaidoirie sur la peine avec l'ensemble de la réforme sur la LPJ et la nouvelle échelle des peines, bien entendu. Oui, d'ailleurs, je voudrais à ce titre, Mme von der Schaaf, rajouter que nous avons travaillé sur un guide des peines avec vos services pour qu'on puisse le mettre à disposition sur le site évidemment du CNB, mais également sur le vôtre et sur le site du ministère de la Justice, ce qui est intéressant parce qu'évidemment, ce que vient de dire Amélie et de nous donner comme ça un petit aperçu de l'échelle des peines, et c'est véritablement un art quand même de manier les différentes peines et de savoir un peu où on se trouve sur les alternatives à l'incarcération. Et donc, on a fait un guide, grâce à vous d'ailleurs, mais avec le Conseil national des barreaux, qui permet quand même à chaque avocat de pouvoir un peu savoir dans ce dédale des alternatives à la peine ce qui est, voilà, le sursis mis à l'épreuve, le travail d'intérêt général. Et on essaiera de faire un peu de la formation plus technique avec un webinaire un peu plus précis sur les alternatives à la peine. En incluant bien sûr le TIG 360. Alors comme il est 12h53, je ne sais pas si Amélie ou Mme von der Schaaf, enfin Maître Morino, Mme von der Schaaf, vous vouliez rajouter des choses? Non, moi c'est évidemment bon. Je pense qu'il faut que cet outil s'inscrive dans effectivement une formation plus générale sur l'ensemble du droit de la peine et qu'on arrive
à s'en saisir avec simplement cette précision que je rappelle parce qu'elle me semble quand même essentielle, qui est que ni la juridiction ni nous ne va avoir les moyens de positionner un condamné sur un poste de TIG en particulier, et que donc il n'est pas question de plaider que le prévenu a très envie de précisément faire son TIG à la SPA à Belfort, parce qu'en réalité le SPIP il va peut-être estimer soit que ce poste de TIG n'est plus disponible, soit que c'est pas le poste de TIG qui convient le mieux à sa personnalité et sa situation. Donc il faut simplement avoir cette précision en tête pour éviter de créer aussi un faux espoir ou une fausse idée dans l'idée du condamné et de la juridiction qui n'a pas ce pouvoir non plus. Voilà. Madame Van der Scher, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais Maître Roch, juste rappeler que nous avons donc sur la France entière 21 000 postes de travail d'intérêt général actuellement pour un peu plus de 36 000 mesures qui sont exécutées. Donc, je dirais en conclusion que nous avons des postes de travail d'intérêt général. Vous avez la possibilité de les visualiser désormais. Alors, surtout, n'hésitez pas et allez plaider cette peine de travail d'intérêt général pour mieux réparer le passé et préparer l'avenir. Merci. Bon, je crois qu'il est 12h55, donc on peut prévoir de clôturer ces 2 heures passionnantes sur le numérique, qui doit rester bien sûr un outil au service évidemment des auxiliaires de justice, des magistrats, un outil certes intelligent, mais un outil seulement, puisqu'encore une fois, pour le reste, c'est évidemment les acteurs judiciaires qui ont la main et c'est important de la garder et garder aussi évidemment une oralité dans tout ça. Il va de soi que pour l'instant, ça doit nous faciliter les choses et bien entendu ne pas remplacer l'humain, mais je crois qu'on s'est bien compris là-dessus. Ce webinaire, sauf erreur, est enregistré. Ce qui permettra aux uns et aux autres, je crois, ensuite de pouvoir, de pouvoir évidemment le revisualiser, voire même de pouvoir éventuellement le transmettre ou le communiquer aux confrères ou même aux magistrats qui n'auront pas pu avoir accès à ce webinaire. Et je vais passer la parole maintenant à Philippe Baron, donc président de la commission numérique, pour avoir le dernier mot. Merci Laurence. Juste un mot pour conclure. Je vous remercie. Nous avons été très nombreux ce matin, manifestement, à assister à ce séminaire. Je pense que les messages sont passés, que vous avez tous compris que quasiment toutes les adresses structurelles seront bientôt dans nos outils et on va changer notre façon de travailler. Je n'avais pas dit de mots là-dessus tout à l'heure, mais je sais que ça tient à cœur beaucoup de confrères. Le Wi-Fi avocat dont on a parlé, nous n'avons pas accès dans de nombreux tribunaux à tous ces beaux outils, y compris TIG 360. Si nous ne pouvons pas partager nos connexions, si nous ne pouvons pas nous connecter, c'est difficile pour nous. Eh bien, je pense que avec les efforts que nous faisons ensemble avec tous les interlocuteurs que nous avons eu ce matin, nous allons arriver à bientôt une 50aine de tribunaux qui seront avec ce Wi-Fi. Et puis, je ne doute pas que dans l'année prochaine, tous les tribunaux en bénéficieront. C'est pour nous essentiel parce que télécharger son dossier pour le regarder à l'audience, c'est important. Pouvoir aller regarder la peine, comme on vient de l'expliquer, c'est aussi important. Et puis parce que c'est une nouvelle façon de travailler que l'on a tous adoptée et que continuera d'adopter pour le futur. Merci à tous, merci Laurence et toute ton équipe. Merci à tous les services du Conseil national des barreaux qui permettent ce travail. On n'imagine pas le travail considérable qui est fait derrière nous. Nous sommes une somme de bénévoles, nous élus, et nous avons la chance d'avoir des services très, très, très actifs à nos côtés. Je pense que ni Grégoire, ni Vincent, ni tous ceux qui ont participé ce matin me démentiront sur ce point. Donc, merci encore à tous. Et puis, s'il le faut, on se retrouvera dans quelques mois pour rediscuter des avancées du numérique pénal. Quand on part de rien, on arrive à quelque chose qui ne peut que nous satisfaire.